Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture où je vais vous parler de 4 romans. Alors, excusez ma tête un peu défraîchie, je suis en vacances ce soir et comment vous dire, je suis un peu au bout du rouleau. Je suis complètement explosée, ça se voit à ma tronche d'ailleurs. Je suis tel un coureur de fond qui voit la ligne d'arrivée s'éloigner au fur et à mesure qu'il court. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. La ligne d'arrivée est proche, mais elle vous paraît encore très très loin. Comme on dit pas chez moi, je suis raqué des quatre pattes. Donc autant vous dire que les vacances, je les attends grandement. Bref, je ne suis pas venue pour vous parler de mes vacances. Je suis venue pour vous parler des 4 dernières lectures que j'ai faites. Donc sans plus attendre, commençons dès maintenant. Je vais vous parler de Blood and Sugar de Laura Shepherd Robinson, paru aux éditions 12-21. Alors, on est ici dans un roman policier historique. On est dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, en pleine traite négrière, avec le commerce du sucre, de la canne à sucre. On est dans une petite ville d'Angleterre où on retrouve un beau matin un homme pendu à un crochet. Il a été atrocement mutilé, il a été torturé et il a été marqué au fer rouge tels les esclaves noirs. Et il porte la marque d'un vendeur d'esclaves bien particulier. Et on retrouve également le capitaine Henry Kersham, je crois, dont la sœur d'un de ses amis vient le voir pour lui dire qu'elle n'a aucune nouvelle de son frère. Et donc, du coup, il va se rendre dans cette petite ville et il ne va pas tarder à découvrir que le corps qui a été retrouvé est le corps de son ami. Et il va se lancer dans l'enquête afin de savoir ce qui s'est réellement passé en souvenir de leur amitié. Alors, voilà, l'enquête commence comme ça. Son ami Tad, qui a été assassiné, était un pro-abolitionniste de l'esclavage. Donc, évidemment, il véhiculait des idées allant à l'encontre du commerce des Noirs. Donc, forcément, il ne s'est pas fait que des amis, bien évidemment. Donc, l'enquête, au début, s'oriente vers les milieux de la traite des Noirs. Et autant vous dire qu'à l'époque, les Noirs n'étaient même pas considérés comme des personnes, mais comme des marchandises, comme des biens. Donc s'il leur arrivait des bricoles pendant une traversée, c'était pas considéré comme un assassinat ou un meurtre ou un accident, c'était une perte de cargaison, c'était une perte de marchandises. Et les compagnies d'assurance indemnisaient les marchands d'esclaves pour la cargaison perdue. Voilà, donc autant vous dire que c'était pas un sort enviable. Ça et entre toute autre chose, c'était voilà, c'était des meubles, tout simplement des meubles. Voilà, les marchands d'esclaves ne les considéraient pas comme des hommes, même pas comme des animaux, parce que les animaux étaient même mieux traités qu'eux. Et faut voir, voilà, l'autrice explique les conditions de voyage de ces gens dans les bateaux. Donc évidemment au XVIIIe siècle, c'était pas non plus des croisières c'était pas la croisière s'amuse, ils voyageaient dans des conditions abominables. Et il est question d'une traversée ici dans ce roman qui s'est très très mal passé, et donc du coup le personnage d'Harry va enquêter là-dessus. Alors j'ai beaucoup aimé la retranscription historique de la petite ville d'Angleterre, même du Londres de l'époque. J'ai beaucoup aimé aussi les explications sur tout le commerce des Noirs, le commerce avec l'Afrique de la canne à sucre à l'époque, et tout le lobby que ça pouvait engendrer. Par contre, je trouvais que l'histoire était un peu lente. Il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de personnages. Je pense qu'au début de votre lecture, vous avez grandement intérêt. Alors, il y a un lexique avec tous les personnages qui apparaissent dans le roman, et il
il est nécessaire hein, quand même, parce qu'il y a énormément de personnages, et si on ne fait pas gaffe, on est rapidement perdu. L'enquête part un peu dans beaucoup de pistes, il suit beaucoup de pistes, et puis bah, finalement, la révélation finale arrive, et on dit, ah ouais, tout ça pour ça. Bon, c'est vrai on aurait pu y aller par un peu plus directement, sans passer par tous ces biais. Néanmoins, ça reste une très très bonne lecture. J'ai appris énormément de choses sur le Londres de l'époque et sur le contexte de l'époque, sur la traite des Noirs. Voilà, pour tous ceux qui aiment les polars historiques, c'est grandement fait pour vous. Mais bon, l'enquête traîne un petit peu en longueur à mon goût. Mais voilà, je vous laisse seul juge. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Maintenant, vous avez le mien. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez lu vous aussi ce roman, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors, ensuite, j'ai lu Le Petit Dernier des éditions Tornada. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai jamais été déçue. Et là, vous avez Et pour le pire de Noël Boudou aux éditions Tornada, bien sûr. Il est sorti jeudi dernier, il est sorti le 13 mai. Et alors, j'avais beaucoup aimé le précédent roman de Noël Boudou, paru aux éditions Tornada également, qui s'intitulait Benzos. Je pense que j'ai dû le chroniquer en vidéo. Je pense que je l'ai fait. Sinon, vous retrouverez la chronique sur le blog, il n'y a pas de souci. Donc ici, on fait la connaissance de Vincent. Vincent est un vieux monsieur âgé de 86 ans. Il vit seul depuis la mort tragique de Bénédicte, sa femme, qui a été assassinée il y a 20 ans de ça par 3 jeunes qui ont pris 20 ans de prison pour les actes qu'ils avaient commis. Et pour Vincent, cette peine de prison est beaucoup trop douce par rapport au calvaire qu'a subi sa femme. Et il prévoit de se venger à la sortie de prison de ces 3 affreux Jojo. Voilà le postulat de départ. Mais bien évidemment, ça va pas se passer, tout ne va pas se passer comme prévu. Vincent voit arriver dans la maison à côté de la sienne une petite famille qui sont noirs de peau. Et, alors, il n'est pas raciste pour de rond car il a vécu pendant des années au Sénégal. Il a énormément aimé ce pays. D'abord, il le dit lui-même, il a adoré ce pays et il en a beaucoup pleuré quand il a dû quitter ce pays pour rentrer en France. Et il a gardé une affection toute particulière pour le peuple africain et pour ce pays. Et pourtant, le premier contact qu'il va avoir avec ses voisins, il va le faire passer pour un affreux raciste, un vieux con. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et voilà, comme il dit, voilà, sa femme n'aurait pas aimé qu'il en reste là avec ses voisins et elle lui aurait enjoint d'aller présenter ses plus plates excuses, ce qu'il va faire. Et il va apprendre à connaître ces gens, ils vont devenir rapidement amis, voire même plus. Et ce que va proposer ces personnes pour l'aider, peu de personnes l'auraient fait. Et en fait, il va rapidement se créer une famille de cœur avec ces gens, avec Bao, avec France, avec leurs enfants. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de tous ces personnages. C'était extrêmement émouvant à certains moments. Alors je tiens à dire que l'évocation du calvaire, parce que c'est proprement un calvaire, de ce qu'a subi Bénédicte, la femme de Vincent, c'est odieux, c'est abject, c'est dégueulasse. Euh, Aucune femme ne devrait avoir à subir ce genre de choses, quel que soit son âge, parce que Bénédicte, à l'époque des faits, avait 65 ans. C'était une senior, comme on dit maintenant. Est-ce que ces gens lui ont fait subir? C'est mais affreux. C'était proprement dégueulasse. Euh, et Noël Boudou le dit à la fin, le dit à la fin de ce roman. Il travaille en tant que professionnel avec des personnes âgées et on sent tout l'attachement qu'il peut avoir pour ces personnes âgées. Ça transparaît vraiment dans les lignes du roman par rapport aux mots qu'il fait dire à Vincent.
Il a beau avoir une réputation de vieux con dans le village, mais quand on gratte un peu dans la surface, on découvre un homme profondément bon, profondément attachant, et on a envie que ce soit notre grand-père, quoi. Moi qui n'ai jamais connu mes grands-pères, mon grand-père du côté paternel est mort bien avant ma naissance, et celui du côté de ma mère, j'ai très très peu de souvenirs de lui parce il est décédé, j'avais 2 ans et j'ai aucun souvenir de lui. Et voilà, j'ai pas connu mes grands-pères, mais j'aurais bien voulu avoir un grand-père comme Vincent. Parce que c'est vraiment profondément quelqu'un d'attachant qui a encore énormément d'amour à donner. Parce que pour lui, le jour où sa femme est morte, il est mort avec elle. Pour lui, il ne pensait plus, donner de l'amour autant il pensait plus en avoir au fond de lui. Et cet amour, il le donne à Bao, il le donne à France, il le donne à leurs enfants, qui voient en lui un grand-père tombé du ciel. Euh, il a aussi une énorme affection pour son chien. Alors autant on peut faire subir toutes les atrocités du monde aux hommes dans les romans, autant si on s'attaque aux animaux, moi ça me va pas du tout. Et autant vous dire qu'il y a une scène là-dedans qui m'a profondément choquée, pas choquée, mais qui m'a profondément déplu. J'ai pas du tout aimé cette scène. J'avoue avoir versé ma petite larme à l'évocation de cette scène-là, mais c'est beau, c'est touchant. J'avoue que à la place de Vincent, si mon compagnon avait subi la même chose qu'avait subi sa femme, je ne sais pas si j'aurais éventuellement eu l'idée, avoir la force de me relever et de fomenter ma vengeance pendant 20 ans. J'avoue que je lui tire mon chapeau parce que c'est quand même quelque chose qui tient. Et j'ai vraiment adoré ce... Alors, c'est limite un coup de cœur. Euh, c'est un coup de cœur pour l'écriture, c'est un coup de cœur pour les personnages, pas pour ce qu'a vécu Bénédicte, mais vraiment un gros coup de cœur sur les personnages, que ce soit Bao, que ce soit France, que ce soit Vincent. Sont vraiment des personnages très forts, euh, empathiques. On ne peut que les aimer dès le début. Et je peux vous dire que bon, vaut mieux avoir Bao du côté de ses amis et pas du côté de ses ennemis parce que c'est quand même c'est quand même une force de la nature. Et j'ai beaucoup aimé aussi les petites touches d'humour dans ce roman parce que il y a quand même certaines scènes qui sont très très drôles. Et je vous encourage vraiment à lire ce roman, à découvrir La Plume de Noël Boudou et vous faire une idée sur le personnage de Vincent dans ce roman. Mais franchement, j'ai adoré, je l'ai dévoré d'une seule traite. C'est vraiment, l'écriture est très forte et c'est vraiment ouais, je vais quand même dire un coup de cœur pour les personnages quand même malgré tout. Je vous encourage vivement à le découvrir. Alors ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu Rouge de Pascaline Nolot aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est un roman qui est l'un des 5 finalistes du PLIB 2021. Ici, on est dans la réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Mais alors attention, cette réécriture n'est pas à mettre entre toutes les mains. On fait ici la connaissance de Rouge, une jeune fille qui a une marque rouge sur le visage et elle est mise au rebut de son village. Elle subit des colibés, des injures, elle supporte ça pendant toute son enfance. Son père la rejette évidemment et au fur et à mesure du roman on comprend pourquoi. Elle n'a qu'un seul ami, il s'appelle Liénor. Et voilà, ils se retrouvent après l'école. C'est lui qui lui a appris à lire et à écrire. Mais ça, personne ne le sait. Et vient le jour où elle a ses premières règles. Et dans le village, toutes les filles qui ont leurs règles pour la première fois, au bout de 8 jours, des loups viennent à l'entrée du village pour venir chercher cette jeune fille et la conduire à la grand-mère, la sorcière qui vit dans les bois, qui s'appelle Bois Sombre. Et évidemment, on ne revoit jamais revenir les jeunes filles.
Et donc arrive le tour de rouge. Alors je vous raconte même pas, c'est la fête au village parce que voilà, la bannie va enfin partir du village et ils espèrent ne plus jamais la revoir. Je vous dis pas les scènes de liesse qu'il y avait dans ce roman. Et donc du coup, elle va rencontrer la grand-mère et contre toute attente, elle va apprendre euh, le secret de sa naissance. Et ensuite, bon, bah, je vous laisse imaginer ce qui va se... Je ne veux pas vous raconter ce qui va se passer, mais c'est hyper sombre, c'est hyper violent. On nous décrit quand même une scène de viol là-dedans. Alors, quand on n'est pas préparé à la chose, ça peut surprendre. Alors, je vous le dis, il y a quand même une scène de viol. Alors, âme sensible, s'abstenir. C'est très, très, très sombre. C'est très violent. Alors, le récit est éminemment féministe pour le droit le droit des femmes. Ça, je suis entièrement d'accord avec le message passé par l'autrice. Par contre, c'est violent. Alors, je sais que le monde est violent vis-à-vis des femmes de par le monde, mais bon, est-ce qu'on avait réellement autant besoin de violence dans la réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge? Je suis pas sûre. Alors l'écriture, voilà, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rouge, qui est tout de suite très attachant vis-à-vis du passé qu'elle a, de l'enfance qu'elle a eue. Ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a une force de caractère qui fait qu'elle va tout surmonter. Même si c'est très difficile, elle va tout surmonter. Et voilà, oui, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rouge. J'ai beaucoup aimé aussi la fin, la petite révélation de fin. Mais voilà, je reste quand même assez mitigée sur toute la violence et la cruauté et la noirceur de ce roman. Alors, je suis pas hyper fan des réécritures de contes. Alors ça, c'est le premier que je lis, donc bon, voilà, je suis pas, ça me séduit pas trop les réécritures de contes, mais on réitérerait peut-être avec un autre conte, hein, c'est pas, je m'interdis pas la chose, mais voilà, ce récit est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Mais voilà, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé le personnage de Rouge. Par contre, le côté noir, le côté violent, ça m'a un peu laissé mitigé. Voilà. Donc surtout si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de voir ce que vous, l'impression qu'il vous a donné quand même. Et enfin, je vais vous parler de La malédiction des Dragon's Blot, pardon, le tome 2 de Anne Robillard, paru aux éditions Michel Lafon. Alors, le tome 2 s'intitule Thorfrid et Brynjulf. Alors, excusez mon accent viking, totalement pourrave, même si en bonne normande j'ai quand même du sang viking, mais je pense qu'il doit être complètement dilué par le jus de pomme et le cidre. Pardon. Donc voilà, donc c'est un tome 2. On retrouve Samuel Anderson qui est toujours coincé dans le château avec tous ses ancêtres parce qu'il est le seul qui puisse briser la malédiction dont ils sont frappés. Alors pour rappel, Ulrich, son ancêtre, a été maudit par une sorcière et tous ses descendants se retrouvent coincés dans ce château aéré en tant que fantôme. Et Samuel apparaît être le seul qui peut briser la malédiction qui frappe ses ancêtres, mais qui le frappe lui aussi. Et pour protéger sa fille de cette malédiction, il va tout tenter pour la briser. Et donc du coup, dans ce château, il va emprunter des couloirs temporels afin de tomber sur le moment avant qu'Ulrich ne fasse ce qu'il fait et qu'il conduise à la malédiction qui les frappe. Et donc, il continue ses voyages, il continue à rencontrer ses ancêtres, alors qu'ils ne sont pas encore en état de fantôme. Il apprend à les connaître, et dans ce deuxième tome, autant il était assez circonspect dans le premier tome, savoir pourquoi moi, pourquoi est-ce que je suis un raté, je suis un musicien raté, je suis divorcée, je ne vois plus ma fille.
Pourquoi ce serait moi qui pourrais... j'ai rien d'un héros. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui devrais briser la malédiction qui frappe la famille? Et là, dans ce deuxième tome, il apprend à connaître ses ancêtres, il apprend à vivre avec les fantômes qui peuplent ce château. Et il a vraiment l'impression de ne plus être seul, d'avoir réellement trouvé une famille, avoir trouvé une utilité dans la vie, parce que c'est vraiment ça qui lui manquait quand on l'a découvert dans le premier tome. Il était vraiment au bout du rouleau. Et on continue à apprendre et à connaître ces différents ancêtres. Donc là, le focus est un peu plus fait sur Thorfrid. Thorfrid qui est la fille d'Ulric, donc la première descendante à avoir été frappée par la malédiction. Alors c'est une Valkyrie, et non pas une vache qui rit. Oui, je sais, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je fais des, je fais des blagues à la con, je suis désolée. Donc c'est une Valkyrie et c'est une femme déterminée et elle a vraiment un caractère de sagouin. Elle rigole quand elle se brûle. Franchement, mais là dans ce deuxième tome, elle arrive un petit peu à se confier à Samuel et on comprend, sans pour autant lui pardonner un petit peu son caractère un peu à la con, mais on apprend doucement à la connaître et à savoir pourquoi elle est comme ça. Et elle a une profonde affection vis-à-vis de son loup, Brynjulf, qui est un mastodonte. Et je peux vous dire que même si c'est un fantôme, que Samuel, quand il le croise, il a les pétoches. Un peu comme tout à chacun. Vous voyez un truc mastoc, vous arrivez dessus comme ça. Franchement, fantôme ou pas, vous avez les miquettes quand même. Et enfin, en tout cas, je suis ravie d'avoir retrouvé tous les personnages de cette saga. J'adore. Le style d'Anne Robillard est toujours aussi fluide. Voilà, que vous posez pour 1 heure de lecture, vous avez déjà quasiment la moitié du bouquin d'enfilé. Bref, j'adore. J'apprécie de plus en plus les Andersen, cette famille qui est bloquée dans ce château, tous les personnages. Et dans ce deuxième tome, on a aussi le détective privé qui a été mandaté par l'ex-femme de Samuel pour le retrouver, parce que voilà, dans le monde réel, il a quand même disparu corps et bien, corps et âme. Il a disparu sans laisser de traces, et sa fille Émilie est profondément affligée de la disparition de son papa, pour lequel elle avait un attachement profond. Et donc du coup, sa maman, par le biais de son nouveau mari, a engagé un détective privé qui, lui, est quand même franchement déterminé à retrouver Samuel. Il est, voilà, c'est un fin limier. Donc on le suit dans toutes ses pérégrinations et il ne lâchera jamais l'affaire. Donc j'ai hâte de me replonger dans le tome 3 de cette saga. J'adore, franchement, et j'aime beaucoup. Je préfère les couvertures quand même de l'édition française, de la version française de chez Michel Lafon, parce que j'ai eu l'occasion de voir les couvertures de l'édition canadienne ou québécoise, je ne sais plus. Enfin bref, pardonnez-moi si je me gourre. Mais c'est les éditions Weylan. Weylan. Qui ne connaît pas les Chevaliers d'Émeraude ne connaît pas Weylan. Et je préfère quand même largement les couvertures des éditions françaises. Donc voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces ouvrages, à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, c'est la dernière vidéo que vous allez voir pendant un petit moment. Je vais être absente pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, vous n'aurez pas de vidéo. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours là à mon retour. Si vous n'êtes plus là, bah tant pis. C'est pas très grave. Mais voilà, j'espère que je vous retrouverai donc début juin pour une nouvelle vidéo. Alors au programme, alors je ne sais pas si ce sera la première vidéo que je ferai à mon retour, mais au mois de juin, vous aurez la vidéo explicative pour le challenge l'été en série que je mets en place. Donc voilà, je vous souhaite
de très très belles lectures. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.